Depuis le 7 octobre et les attentats meurtriers perpétrés par le Hamas en Israël, l'animateur Arthur use de son pouvoir d'influence dès qu'une intervention médiatique ne lui plaît pas. Il y a quelques semaines, il avait contacté la direction de TV5 Monde après l'interview plutôt tendue entre le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitz, et le journaliste Mohamed Kassi. Cette fois, sa cible, c'est Rima Hassan, juriste en droit international, fondatrice de l'Observatoire des camps des réfugiés et plus récemment du collectif Action France-Palestine. Le présentateur de Vendredi Tout est permis n'a pas supporté que cette jeune femme d'origine palestinienne soit classée par le magazine Forbes parmi les 40 femmes de l'année 2023. Pour lui, Forbes met en avant une personne antisémite faisant l'apologie du terrorisme, rien que ça. Rima Hassan, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous avez décidé de porter plainte contre l'animateur de TF1 pour diffamation. Oui, tout à fait. Parce que ce qui se passe, c'est vraiment inacceptable. C'est ça, bon, vous l'avez très bien dit, mais le positionnement de Arthur s'inscrit dans une série de tentatives d'intimidation des voix qui se positionnent sur l'action palestinienne. On peut être en désaccord, moi-même, je peux commenter des posts des uns et des autres, dire que je suis en désaccord sur le fond, mais utiliser son influence, sa stature, parce que c'est de ça dont il est question, parce qu'au fond, il s'agit de délit. Si il considère que je suis véritablement antisémite, il considère que je fais véritablement l'apologie du terrorisme, bah, on pourrait dire que Arthur irait jusque saisir les autorités judiciaires de notre pays, puis s'en remettre à l'état de droit. Or, on a le sentiment que c'est absolument pas ce qui est en jeu pour lui. Ce qui est en jeu, c'est la mort sociale, professionnelle de personnes comme moi ou comme Mohamed Kassi, vous l'avez très bien dit, où il a passé des coups de fil en intimidant la direction de TV5. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il va utiliser une story où il a compte Instagram où il a 3 millions d'abonnés et il me diffame en parlant d'antisémitisme et d'apologie terroriste. Pour moi, qui suis juriste, j'ai toujours dit j'ai une boussole, c'est le droit. Donc ça vaut pour la question palestinienne comme ça vaut pour tout un tas d'autres sujets. Donc on verra devant la justice où est-ce qu'il en est, mais c'est très très grave. Enfin, je veux dire par là que c'est très très grave. Moi, j'ai eu toute une vague d'harcèlement depuis le 7 octobre, même bien avant, quand j'ai fait les premiers plateaux télé. Et là, là c'est quand même un niveau, on peut pas accepter ça dans notre débat public, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être en désaccord, on a le droit de débattre, même de façon virulente, j'ai envie de dire, sur des idées, sur un sujet qui crispe beaucoup, j'en ai conscience, moi je suis palestinienne, donc je suis aussi concernée. J'ai toujours défendu le droit à la subjectivité des uns et des autres. On a le droit de ne pas avoir les mêmes émotions face aux mêmes événements. On a le droit de ne pas avoir la même colère. Donc tout ça, je suis OK avec tout ça. Mais par contre, ça ne peut pas aller jusqu'à diffamer des voix publiques et vraiment faire pression pour que sur leur mort sociale et professionnelle, parce que c'est de ça, ouais, effectivement, il fait pression pour qu'on me retire du classement Forbes. C'est Ouais, quand même fou, quoi. c'est justement la question que j'allais vous poser. Ce Mm. classement Forbes met en avant donc les femmes qui font rayonner la France à l'international, hein. Il a été fait en août 2023. Oui. Après, après ce qui s'est passé en Israël-Palestine en octobre ou après la publication d'Arthur, craignez-vous que justement ne plus faire partie de ce classement? Car en mars prochain, normalement, on doit avoir une soirée où on va, entre guillemets, Ouais, la cérémonie. cérémonie de remise des trophées. C'est ça. Non, pour le moment, je suis confiante. J'ai confiance en Forbes parce que si on regarde le descriptif qui est fait de mon profil sur le site internet, ils font référence à mes origines. Ils me décrivent d'abord comme réfugiée palestinienne née dans un camp. Ils inscrivent ma trajectoire, ce qui est vrai, toute ma trajectoire professionnelle, d'engagement, de militantisme, pas que sur l'action palestinienne, parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis sur les questions de migration et de défendre la question de l'inclusion des personnes réfugiées en France. Et vous avez cité donc la création de l'ONG que je préside. Euh, ils inscrivent vraiment mes origines dans ce parcours. Ils le mettent en avant. Et donc, je suis confiante de ce point de vue-là, dans le sens où Forbes avait conscience que en intégrant ou en nominant une femme palestinienne dans ce classement, c'était aussi une identité qui est politique. C'est une identité qui fait, voilà, qui fait l'actualité très régulièrement.
Donc pour le moment, je suis confiante. J'espère que, voilà, que Forbes tiendra bon face à ces menaces et ces tentatives d'intimidation et qu'on se retrouvera en mars pour la soirée de remise des trophées. Tout à l'heure, vous parliez donc de harcèlement que vous subissez, hein, et surtout en plus depuis que vous prenez la parole pour défendre la cause palestinienne. On a pu voir d'ailleurs des photos d'obus israéliens avec votre nom écrit dessus. Enfin, déjà ça, c'est déjà beaucoup, mais comment se manifeste encore ce harcèlement? Comment vous le vivez au jour le jour et comment il se manifeste? Il y a une continuité dans certaines paroles en France, dans le sort qui est réservé aux Palestiniens, là-bas et ici. Donc, moi, je suis régulièrement la cible. Il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place. C'est la négation de mon histoire. Très régulièrement, si vous allez sur mes réseaux, notamment Twitter, vous pouvez très vite tomber sur des personnes qui commentent ou qui citent mes publications. Et très souvent, on retrouve l'argument de vous n'existez pas. En tant que Palestinien, vous n'existez pas. Ou bien on va me dire, vous n'êtes pas réfugiée palestinienne. Ça n'existe pas, réfugiée palestinienne, depuis 75 ans. Or, notre statut est reconnu et consacré par les résolutions des Nations Unies. Et ce qui est assez dingue, c'est que ce sont les mêmes personnes qui vont prétendre se revendiquer de ces instances, de ces lois internationales, qui vont être dans une négation vraiment de la condition palestinienne. Parce que le Palestinien, aujourd'hui, il est fragmenté. Il y a les réfugiés des camps, il y a les personnes en diaspora, il y a ceux qui sont en Cisjordanie, il y a ceux qui sont en blocus à Gaza et ceux qui sont en Israël. Donc, ça passe souvent par cette négation de ma condition et donc de ma parole politique et de ma parole militante. Parce que moi, je parle de là où je suis, en tant que réfugiée palestinienne qui a grandi, qui vient d'une famille de réfugiés. Donc, ça passe par ça. Ça passe aussi par très souvent une animalisation. C'est très fréquent que je vois des messages qu'on me reçoit ou qui sont sur les réseaux. On va animaliser le sujet palestinien. Donc c'est pour ça que je parle aussi de continuité, parce qu'on a beaucoup entendu des représentants de l'armée israélienne ou de l'autorité israélienne, du régime israélien, il faut dire le terme aujourd'hui, dire des Palestiniens que ce sont des animaux. Moi, ça m'est très souvent arrivé de recevoir des insultes qui consistent à animaliser ma condition humaine, ma condition de Palestinienne, où on est traité de cafard, de rat, etc. Et donc, voilà, il y a tout un tas de mécanismes. Donc, la négation vraiment de mon identité, de mes droits, une remise en cause aussi de ma place en France. Je vois beaucoup de posts qui consistent à demander mon expulsion. Et moi, ça me fait extrêmement rire, vraiment, je le dis. J'explose de rire quand je vois ce genre de tweet parce que c'est au fond tout ce que demandent les réfugiés palestiniens, rentrer chez eux. Donc, c'est vous dire l'ignorance que peut être celle des personnes qui m'attaquent et qui n'ont absolument pas une maîtrise du sujet et suffisamment d'humanité quoi, pour comprendre aussi notre situation et la comprendre avec empathie. Donc voilà, ça se matérialise sur les réseaux et encore sur mon numéro de téléphone où je reçois de temps en temps des appels, des intimidants, des menaces de viol, de mort. C'est moins D'accord. fréquent que post 7 octobre, mais j'en reçois encore. D'accord. J'aimerais terminer avec cette question, parce qu'en fait, il y a un extrait de 9 secondes qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, Oui, où vous dites que le Hamas mène une action légitime, que vous ne oui, croyez pas à une solution à deux États. Et je trouve qu'il ne rend oui. pas forcément service à votre raisonnement, que j'ai pu entendre dans d'autres émissions. Vous avez pu le temps de développer un peu mieux tous ces points-là. Pouvez-vous justement, là, maintenant, développer votre pensée pour que ce soit Claire, bah clair oui, oui. pour ceux pour qui ça ne le serait pas? Oui, mais alors déjà, il faut quand même dire que le format qui est vrai-faux, c'est pas moi qui le choisis. Les questions, c'est pas moi qui les choisis non plus. Donc, si vous voulez, il y a un moment où je compose avec le format qu'on me propose, en l'occurrence par le média Le Crayon, et je découvre aussi les questions au moment où on me les pose. Donc là, ce qui est en jeu pour moi, parce qu'encore une fois, je parle en tant que juriste, ce qui est en jeu pour moi, c'est vraiment d'avoir un raisonnement sur ces questions qui soient quand même un peu plus complexes et pas des positions qui soient simplement idéologiques qu'on voit déjà par ailleurs tous les jours. Donc s'agissant du Hamas, ce qui est assez drôle quand même, c'est que on a coupé sciemment de cette interview l'extrait où on me demande la qualification du Hamas. Et là, je me suis déjà exprimée plein de fois.
du point de vue de là où on parle, on est en France, en Europe, le Hamas est un groupe terroriste. Et on ne peut pas analyser la question si on ne part pas de ce positionnement-là qui est en France. Donc déjà, dire que ce passage-là a été coupé, puisque ça ne sert pas celles et ceux qui martèlent actuellement de mettre que j'ai répondu à la qualification du groupe, du groupe de Hamas. L'autre point, c'est que du point de vue du droit international, donc je persiste et signe, mais ça a été rappelé par Ronnie Broman, par Agnès Levallois, des chercheurs quand même pointus sur ce sujet ou des experts sur ce sujet, il y a une différence en droit international entre la légitimité pour un groupe armé d'exister ou d'opérer et la légalité ou l'illégalité de ces modes opératoires. Donc, c'est-à-dire concrètement que dans le contexte qui est celui des Palestiniens, c'est-à-dire une lutte d'indépendance, de libération qui est vieille de 75 ans, le droit international consacre la possibilité, la légitimité même, pour cette lutte se fasse de manière armée. Euh, il y a une différence entre donc cette légitimité pour des groupes armés d'exister, et par ailleurs, le Hamas, ce n'est pas qu'un groupe armé, il y a plusieurs branches dans le Hamas. Donc quand on dit la légitimité, bah, si vous voulez, il y a 1000 choses à développer. Le Hamas est là depuis des dizaines d'années, il a été élu, il y a eu un rejet de cette élection par plusieurs pays, on peut le justifier, on peut le développer, donc c'est plus complexe qu'un positionnement qui serait idéologique, qui serait noir ou blanc. Donc pour moi, j'ai eu l'occasion de l'exprimer, je persiste et signe, c'est ce que dit le droit international. Pour le Hamas, mais comme pour d'autres groupes et pour d'autres pays d'ailleurs et d'autres réalités, l'existence même d'un groupe en tant que tel qui serait armé ou d'un groupe politique qui serait dans une logique de lutte armée est consacrée par le droit international. Néanmoins, la manière dont il va opérer, ça tombe sous les lois, sous le coup des lois internationales. Et c'est exactement ce que je dis dans l'interview qui dure 1h30, où je dis que ce que a fait le Hamas le 7 octobre peut être caractérisé de différentes manières, puisque ce sont des actions qui tombent sous le coup des lois internationales, en crimes de guerre, en crimes contre l'humanité et en attaques terroristes. Et tout cet extrait-là est complètement, si vous voulez, est pas diffusé. Et donc, on s'arrête sur cette question de la légitimité. Et d'ailleurs, la question qu'il me posait, je termine là-dessus, elle ne porte pas sur les 7 octobre. Elle porte sur la légitimité à un groupe armé comme le Hamas d'opérer. Et oui, enfin, je veux dire, en tant que dans le droit international, encore une fois, il y a une distinction vraiment pour les gens qui nous écoutent, c'est très important. Il y a une distinction à faire entre l'existence même d'un parti ou d'un groupe et la manière dont il va opérer. Je prends l'exemple de Tsahal, l'armée israélienne. On peut considérer que l'armée israélienne est légitime d'exister pour un État qui est reconnu. Par contre, les actions que l'armée va opérer peut relever là actuellement de crimes de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Mais disons, c'est la même chose pour un peuple qui n'a pas d'État dans la transposition qu'il y a à faire avec un groupe armé. Très bien, bah, je vous remercie beaucoup, Rima Hassan, d'avoir répondu à nos questions et Merci à d'être vous. venu sur le média. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci beaucoup.